très rapidement. Donc, Karine Espinera est chercheuse associée au IRCES à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, où elle a soutenu une thèse en sciences de l'information et de la communication, et ses travaux portent sur l'émergence des transféminismes et les constructions médiatiques des trans. Et je me permets de faire un petit peu de pub. Elle vient de publier, c'est maintenant dans la collection Logique sociale, cet ouvrage, Transidentité, ordre et panique de genre, le réel et ses interprétations. Arnaud Alessandrin est chargé de cours à l'Université de Bordeaux, où il a soutenu une thèse de sociologie sur les transidentités. Il est également en postdoctorat à l'Université Jean Jaurès Toulouse. Et j'en profite encore pour refaire un coup de pub, et après je vous laisse la parole, sur cet ouvrage donc, qui est, pour ceux qui sont étudiants dans le coin, disponible dans notre bibliothèque, qui est la Trancyclopédie, Tout savoir sur les transidentités, qui a été dirigée par Karine, par Arnaud et par Modius Thomas, et aux éditions des Ailes sur un tracteur, et qui en fait est un peu le bébé de l'Observatoire des transidentités dont vous faites partie. C'est ça, je vais vous présenter comme ça. Voilà, je pense que cette présentation est suffisante et je vous laisse la parole. Merci. Merci Vanina, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette présentation et merci aussi au laboratoire Génère de nous avoir invités. Alors, l'ordre de prise de parole, il faut que je commence. On a tenté de diviser la présentation en deux avec Karine. Donc, Karine suivra cette présentation et celle qui conclura, au fond, notre intervention. C'est bien ça, Karine. Alors, si cette conférence me tient à cœur, c'est que les questions trans, me semble-t-il, cachent de nombreuses maltraitances, des citoyennetés bafouées, et qu'elles méritent d'être mises sur l'agenda politique, mais aussi scientifique. Surtout, elle raconte un rapport à l'altérité qui fait écho à de nombreuses autres tensions, notamment nationales. Alors, je vais vous proposer un petit topo en deux temps. La toute première partie sera une histoire de la construction médicale du transsexualisme qu'il convient d'écrire entre guillemets, puisqu'il s'agit là d'un mot maltraitant, d'une construction pathologisante. Donc à l'oral, vous n'entendrez pas ces guillemets, mais à l'écrit, ils y sont bien. Et une seconde partie sur l'émergence des études sur les trans en France. Alors, donc la quatrième partie, vous allez voir, intitulée Dépsychiatriser et dépathologiser, ne sera pas abordée aujourd'hui, je m'en excuse. Comme Vanina a commencé à faire un peu de pub, je continue à faire un peu de pub. Il faut bien qu'on s'achète des bagues hors de prix. Avec Karine, nous allons sortir une sociologie de la transphobie aux éditions des maisons des sciences humaines. Et donc une partie de ce que je vais dire se retrouvera dans ce livre, une partie seulement, donc il faudra acheter le livre pour avoir la suite. Alors, une sociologie des transidentités doit commencer par, au fond, cette naissance, ce moment de naissance du transsexualisme en France. Dans une logique constructiviste, nous dirons qu'avant le transsexualisme, comme entité nosographique définie et définissable, il n'y avait pas de transsexuel. Le mot même de transsexualité n'existait pas. Les identités de genre alternatives ont cependant toujours existé, bien avant l'invention du transsexualisme psychiatrique. Mais cette précision est d'autant plus importante qu'elle permet d'éviter le piège de l'anachronisme conceptuel et de considérer le régime actuel de psychiatrisation et de non-reconnaissance des identités trans. Il convient alors de souligner deux choses. Premièrement, dans un jeu de miroir efficace, si les minorités sont des créations, les minorités de genre sont des créations modernes, les majorités le sont aussi. Et s'il est possible d'établir une histoire,
de l'invention de la culture hétérosexuelle, il est également possible de proposer une histoire des non-trans, c'est-à-dire des cis-identités. Ainsi, à nommer et à classer qui sont les autres, pour le dire comme Delphi, on se nomme soi-même. Transidentité, cis-identité, ces frères siamois du genre, dont un seul est resté du côté du normal et du normatif, se sont engendrés dans un mouvement intéressant, opposant et hiérarchisant, au bénéfice donc, des cis, qui n'ont pas besoin de diagnostic pour être reconnus. À la naissance, ce postulat cisgenre, selon l'expression de Julia Serrano, éloigne les trans de leurs expériences et reste invisible aux yeux même des personnes cisgenres. Alors si aujourd'hui ces frontières en termes de pathologique et de normal tendent à être travaillées, la hiérarchie demeure, et faire l'archéologie de ces questions permet d'extraire les aspects contingents de ces problématiques. Comme le souligne Bernice Haussmann, le transsexualisme, toujours à entendre entre guillemets, n'est pas un désir atemporel, mais un fait médical, historiquement situé, complètement dépendant comme fait social et scientifique du développement des techniques médicales telles que l'endocrinologie et la chirurgie plastique, mais aussi de leur capacité à établir des conditions nécessaires à l'émergence d'une demande pour que le changement de sexe soit compris comme un indicateur de la subjectivité dite transsexuelle. Alors si le transsexualisme prend forme, c'est qu'il s'institutionnalise, qu'il se médiatise aussi, donnant sens aux expériences de genre que certains tenteront de nommer non congruentes. Le programme du transsexualisme, toujours entre guillemets, n'est pas d'un seul tenant. Alors je renvoie, quand je parle de programme, à la théorie et à l'expression de François Dubé. Donc, le programme transsexuel n'est pas d'un seul tenant, il se fonde dans un couple, symptômes-thérapie, sur le constat médical d'une souffrance, en tout cas c'est comme ça que les médecins l'expriment, associée à une demande transidentitaire de médicalisation. Si c'est la psychiatrie qui endosse aujourd'hui le rôle de gardienne du transsexualisme, l'unité du programme n'est pas du tout évidente, car les pistes étiologiques sont nombreuses, voire même contradictoires. Neurobiologie, psychanalyse, psychologie, endocrinologie, on peut dire que c'est on ne peut dire ce qu'est le transsexualisme, toujours entre guillemets, en France. Les théories sur la question sont, dans un premier temps, dominées par une pensée psychanalytique forte, hégémonique, associant tour à tour le désir de changement de sexe et le travestissement au fétichisme ou à l'homosexualité, elle-même considérée alors comme une perversion. Mais la psychanalyse est contrariée. Elle est contrariée par les premiers essais chirurgicaux et hormonaux, notamment en Allemagne, où les sexologues se demandent pourquoi, si les mutilés de guerre peuvent bénéficier d'un corps réparé, les personnes trans n'en bénéficieraient-elles pas. C'est dans ce contexte qu'en 1918, dans une volonté de répondre aux demandes transidentitaires, Magnus Hirschfeld témoigne d'un premier traitement chirurgical sur Dora en 2 temps. L'année d'après, il fonde à Berlin le premier institut de sexologie et Hirschfeld devient très vite un précurseur. En 1925, dans son livre sur ce qu'il appelait les transvestites, il écrit, je cite, « Nous n'avons pas affaire à un phénomène indépendant de l'homosexualité, complexe, et qui ne pourrait pas être ordonné en fonction des modèles reconnus de notre temps. » Premier pas de côté par rapport à l'homosexualité telle qu'elle a été alors analysée. Dès 1910, petit flashback, dans ce qu'on pourrait considérer comme le premier écrit scientifique sur la question trans, Hirschfeld classifiait les travestis, au même titre que les homosexuels, dans de innombrables types de sexe intermédiaire. C'est son expression, sexe intermédiaire, qu'il faisait exister sur un spectre allant d'une hypothétique pure femelle à un tout aussi hypothétique pure mâle.
Dans la deuxième version de ce texte, donc en 1925, lorsqu'il est republié, et contrairement à ses prédécesseurs comme Kraft-Ebing, Hirschfeld dessaisit le travestissement des sources traumatiques durant l'enfance. Il développe alors l'idée d'un processus d'association d'images et de représentations fétichistes, sexuelles et masochistes. Mais il stipule, premièrement, qu'on ne trouve pas d'expression masochiste chez tous les travestis. Le masochisme peut être présent, mais rarement comme condition première et entière du travestissement. Deuxièmement, que le travestissement peut aller de pair avec l'illusion, c'est son mot. Et vous allez voir qu'entre 1925 et les textes plus contemporains, le mot d'illusion revient. L'illusion de changer de sexe, c'est le mot utilisé sous la plume de Hirschfeld. Le travestissement peut aller de pair avec l'illusion de changer de sexe. Hirschfeld note qu'un de ses patients, je cite, trouve ça naturel de se prendre pour une femme durant le coït. Troisième élément, toujours en 1925. L'habillement peut être l'expression d'une condition mentale, c'est son expression là encore, condition mentale dans des cas d'hommes qui souhaitent devenir femmes, et il traduit ces conditions mentales par des, je cite encore, formes anormales de la sexualité en conduite divergente. Il développe alors la théorie des intermédiaires, dans laquelle il différencie les organes sexuels, les caractéristiques physiques, les conduites sexuelles et les émotions qui vont avec. Il y a comme ça plusieurs cas d'intermédiaires qui sont listés par Hirschfeld, la liste est longue, et parmi on trouve les travestis. Cependant, la vraie rupture avec entre le travestissement et l'homosexualité, elle interviendra sous la plume de Harry Benjamin, dans un texte je vais trouver la date, de 1953, qu'on pourrait d'ailleurs considérer comme le texte fondateur en termes de définition de ce qui va être nommé le transsexualisme. Benjamin est un médecin endocrinologue, et il suit les publications et les avancées, notamment de Hirschfeld, mais il se distingue de ce dernier en proposant une hormonothérapie à ses patients et ses patientes. À ses patientes, comme dirait Vanina. Il différencie aussi clairement la question anatomique de la question sexuelle. On donnera son nom à un syndrome, d'ailleurs, le syndrome de Benjamin, pour qualifier ce qui deviendra le transsexualisme, et une des premières associations françaises portera son nom en mémoire. Alors, dans cette définition de Benjamin, selon lui, il faut aller plus loin que la définition proposée par Hirschfeld, car il ne s'agit pas d'un syndrome en soi, mais de l'expression symptomatique d'un syndrome plus large, entendu comme, je cite encore, la désassociation entre la sexualité mentale et physique. Alors sur la symptomatologie, voici ce qu'écrit Benjamin. Le travestissement n'indique pas simplement que l'on joue un rôle, mais un intense et obsessif désir de changer entièrement de statut sexuel en incluant la structure anatomique. Et il poursuit, pour le dire autrement, dans le travestissement, les organes génitaux sont source de plaisir, alors que dans le cas de la transsexualité, ils sont source de dégoût. Donc le texte date de 1953, on pourra retrouver quasiment à l'identique aujourd'hui, 60 ans après, les mêmes définitions du transsexualisme. Alors, revenons à Hirschfeld, à Benjamin, il rompt en ce faisant avec ses prédécesseurs, je le disais, il propose donc une nouvelle approche de la transsexualité qu'il dissocie clairement de l'homosexualité. Il n'y a plus de lien avec l'homosexualité, ce que dit aussi Kinsey la même année, mais, note Benjamin, je cite, des conduites instinctives, presque en dehors des capacités de changement et de contrôle de l'individu. Alors il développe une classification en trois types de travestis. Le premier, et le principal cas, nous dit-il,
a des caractéristiques anatomiques qu'il nomme normales. Ça, ce sont ces mots, hein. Je précise bien que ce sont ces mots, ce sont des mots de 1953. Hein. Donc le premier cas de travesti a des caractéristiques anatomiques normales, mais présente, je cite, un manque de masculinité. On voit d'emblée hein, quel parcours de genre est ici dessiné hein, et lequel est invisibilisé. Ce travesti, hein, ce cas principal de travesti en manque de masculinité, se sent, nous dit Benjamin, relaxé et confortable, vêtu en femme. Deuxième cas de travesti, un cas intermédiaire dont les symptômes sont les mêmes hein, que le premier cas, mais il a des demandes plus prononcées. Pour Benjamin, dans ce cas précis, la psychanalyse ne sert pas à grand-chose. Il écrit « Les progrès sont, je pense, pauvres en termes d'ajout hein, de la psychanalyse ». Il note qu'à ce stade, certains individus peuvent s'orienter vers ce qu'il va développer comme étant le transsexualisme. Troisième cas, donc, nommé hein, comme transsexuel, ce que Christian Hamburger, ça ne s'invente pas, nommera éonisme en référence au chevalier d'Éon. Et dans ce cas hein, donc, du transsexualisme, Benjamin écrit « Je ne connais pas de cas où la psychothérapie ait été, dans ce cas, un succès. » Freud lui-même aurait été d'accord pour dire que les disharmonies émotionnelles sont probablement dues à des disharmonies endocriniennes. Il ajoute « Cependant, la testostérone ne fait pas oublier le désir de transformation. » Benjamin fournit alors une piste de traitement, comme il l'écrit lui-même, pour lequel il préconise, je cite, de féminiser l'individu car la castration ne suffit pas. Ce sont là encore ces termes. J'en profite, je me suis rendu compte que je n'avais pas marqué au tableau les références bibliographiques, je m'en excuse. Alors il sera le premier en 1953 à définir clairement ce qu'est le transsexualisme. Il le définit comme tel. Le transsexualisme est une entité nosographique qui n'est ni une perversion, ni une homosexualité. C'est le sentiment d'appartenir au sexe opposé, le désir corrélatif d'une transformation corporelle. Je le répète, on est en 1953 et cette définition perdure peu ou prou encore aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour ce retard au niveau du PowerPoint. Alors, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que la psychanalyse s'enracine en France alors qu'elle connaît une certaine déprise aux États-Unis. Et la mise en parallèle des deux contextes me semble particulièrement évocatrice. Les États-Unis connaissent une production scientifique autour du concept de genre. En France, les recherches sur toujours le transsexualisme restent focalisées sur la dimension anatomique, et seulement anatomique, du changement de sexe. Albie soutient sa thèse sur le transsexualisme, la thèse de Albie, elle a, je crois, pile 60 ans ou un peu plus. Il soutient sa thèse sur le transsexualisme, preuve que le concept prend forme, hein, c'est-à-dire que suite à Benjamin, le concept prend forme au sein de l'université, mais il ne parvient absolument pas à rompre avec le primat de la psychanalyse sur la possibilité chirurgicale du changement. Dans Contribution à l'étude du transsexualisme, Albie se prononce défavorablement au changement de sexe. Il revient sur 3 points de résistance. Selon lui, l'opération n'atteint pas le syndrome du transsexuel, mais seulement l'élément esthétique, ce qu'il appelle la recherche d'un idéal de perfection des male to female. Deuxième élément, la demande de castration peut s'analyser sous l'angle de la névrose. Troisième élément de sa thèse, le transsexualisme est saisi, ressaisi, par le prisme d'un processus masochiste. À la suite de la thèse d'Albie, 2 psychanalystes vont faire date en France, Israël et Greisman, qui postulent que, je cite, « les transsexuels sont des homosexuels ayant de fortes composantes obsessionnelles ».
je cite, hein, c'est pas moi qui l'écris, hein, on ne me laisse pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est donc sur une trop grande culpabilité vis-à-vis de leur homosexualité que les patients analysés par Israël et Grassmann doivent compter pour expliquer leur irrépressible envie de changer de sexe. La transsexualité s'entend alors comme le désir de, je cite, conquérir un statut permettant de satisfaire aux exigences pulsionnelles. Dans sa thèse en psychanalyse, Roberto Ceccarelli revient sur cette théorie, voici ce qu'il écrit. À la base du transsexualisme, ces auteurs suggèrent l'existence à la fois de composantes hystériques, obsessionnelles et psychopathiques. L'angoisse éprouvée par ces sujets semble disparaître, d'après Israël et Grassmann, lorsque l'idée du changement de sexe s'installe, ce qui pourrait laisser penser à une dimension délirante de la problématique transsexuelle. Comme à lui, ces auteurs voient dans la psychothérapie l'aide la plus appropriée à proposer aux transsexuels. Alors, avec cette conception freudienne, nous sommes loin de l'inscription du rôle de genre décrit par Garfinkel dans le cas Agnès notamment, ou des observations des anthropologues américaines. En effet, dans une vision interactionniste ou relativiste, il ne s'agit pas de discerner le vrai du faux transsexuel, mais plutôt de savoir ce qui fait sens dans les représentations et donc dans les interactions du quotidien. C'est de l'analyse de ces interactions que Goffman décrira précisément l'arrangement des sexes. Selon lui, dans la mesure où l'individu élabore le sentiment de qui il est et de ce qu'il est en se référant à sa classe sexuelle, c'est son terme, et en se jugeant lui-même selon les idéaux de la masculinité ou de la féminité, on peut parler d'une identité de genre. Il semble que cette source, écrit-il, d'auto-identification soit l'une des plus profondes que nous propose notre société, peut-être davantage encore que la classe d'âge. Il poursuit, et sa perturbation ou sa transformation ne peuvent jamais être envisagées comme une affaire sans importance. S'emparant du cas Agnès, Garfinkel soigne l'étude de la présentation de soi dans les accomplissements quotidiens et démontre que l'analyse sociologique du massing, le fait que l'on puisse réussir à satisfaire des exigences relatives du genre désiré, concurrence la clinique de l'époque. Les transsexuels ne sont plus, comme le propose la posture stolérienne des potentiels faux transsexuels, sur lesquels il s'agit d'intervenir pour en découvrir une texture essentielle, mais ils accèdent au statut d'acteur, même dans un contexte fortement médicalisé, et on saisit de toutes parts les scripts naissants du transsexualisme en France et des déprises biographiques aux États-Unis. Toutefois, vous l'aurez compris, ces théories américaines ne bénéficieront pas du même impact en France. Et l'affaiblissement consécutif de la psychanalyse outre-Atlantique sur la question trans n'est donc pas transposable au cas français. Pourtant, aux États-Unis, la bataille contre la psychanalyse est intense. Elle prend notamment la forme d'un front sexologique au sein de l'association américaine de psychiatrie pour faire sortir l'homosexualité du DSM. Mais au-delà du cas de l'homosexualité, la question trans reste un cas problématique qui mettra du temps à sortir des filets de la psychanalyse et qui, encore aujourd'hui en France, ne parvient pas à complètement s'émanciper d'eux. Alors revenons en France avec donc ce background de construction médicale, psychiatrique et avant tout psychanalytique pour travailler ce programme transsexuel toujours entre guillemets en France. Il faut garder en tête que même si les évolutions américaines n'ont pas de conséquences radicales en France, elles ne sont pas sans conséquences sur les pratiques françaises. Si le mot transsexuel apparaît, il met cependant du temps à rentrer dans l'agenda politique. Il me semble que, notamment en France, 4 éléments sont le moteur de cette prise en compte progressive. Premièrement, la médicalisation du transsexualisme. Deuxièmement, la médiatisation, Karine en parlera sûrement mieux que moi, de cas individuels
Troisièmement, l'apparition d'associations, avec bien sûr les premières actions de lobbying. Et cela met en évidence une contradiction, au fond, entre les réalisations chirurgicales et l'absence notamment de textes juridiques qui encadrent cette question localement. Dans cette période qui s'étend de la création du concept de transsexualisme en 1953 à l'instauration du premier protocole en France, une nouvelle figure apparaît, ce n'est plus celle du psychanalyste, ce n'est plus simplement celle de l'endocrinologue, c'est celle du psychiatre. Il est pensé, ce psychiatre, comme une clé de voûte des protocoles de changement de sexe, protocoles auxquels s'adosseront les droits nationaux. Mais c'est la chirurgie qui, la première, inaugurera des protocoles. On a un couple comme ça, chirurgie, psychiatrie, dans l'élaboration de ce protocole de transsexualisation à la française. Avant l'instauration des protocoles tels que nous les connaissons, les individus se payaient eux-mêmes leurs opérations. À la découverte du mot transsexuel, la possibilité d'une identifiée paradoxalement requalifiante apparaît. Les gens ne sont plus simplement des fous ou des malades, ils sont un peu soignés. Avec l'opération, on est passé de l'anormalité à la pathologie et de l'autofinancement à la reconnaissance des demandes de prise en charge. Mais l'absence d'éléments juridiques suite à un changement de sexe est source de précarité. Si les premières associations trans se saisissent timidement de la question, elles sont de plus en plus nombreuses, et ce, dès les années 90, à dénoncer les empêchements quotidiens liés à l'absence de papier modifié. Parallèlement, aux États-Unis, et ce, dès les années 60, des gender cliniques, suivis de l'Angleterre dès les années 67, ouvrent leurs portes. Alors, ce sont des cliniques qui déploient des protocoles, et c'est de ces protocoles que vont naître les protocoles français. Comme le témoigne notamment l'échange de Marc-Louis Bourgeois avec Norman Fisk, qui inaugure d'ailleurs le terme qu'on retiendra dans le DSM de dysphorie de genre. Il faut néanmoins attendre 1978, soit 18 ans après les premières gender cliniques américaines, pour que se constitue le premier protocole en France, et en 1979, pour que la première opération ait lieu sur le sol français. La même année, le Conseil national de l'ordre des médecins se saisit de la question et préconise l'instauration d'un protocole de soins signé par un collège de 3 médecins experts. On va les retrouver, ces médecins, le fameux chirurgien, l'endocrinologue et, surtout, le psychiatre. C'est ainsi qu'est créée sur Paris une équipe pluridisciplinaire, puis sur Marseille, Bordeaux et Toulouse. En 1980, le DSM-3 introduit la notion de transsexualisme. Dès lors, le transsexualisme en France, comme ailleurs mais sous des formes variables, se voit endigué dans les protocoles psychiatriques. En 1982, une conférence de l'Académie nationale de médecine donne naissance au premier consensus sur la définition de ces protocoles. Cette définition est proposée par le professeur René Cusse et Karine Espinera dans une intervention intitulée « Une typologie des représentations médiatiques françaises de la transidentité » revient sur un passage télévisuel sur Antenne 2 du même René Cusse au sortir d'un colloque de l'Académie de médecine. Elle montre alors, si je t'ai bien écouté Karine, que cette intervention est la première à la télévision française qui va poser les bases d'un protocole autour de 2 idées. Premièrement, il existe des vrais et des faux transsexuels. Donc on est en 1982, on reprend les théories de 1952. Deuxièmement, il est important de constituer des équipes et une batterie de tests pour trier justement ces vrais et ces faux trans. En cette période, les discours associatifs rejoignent d'ailleurs paradoxalement les discours médicaux, tant l'urgence des opérations se fait sentir. On sent encore aujourd'hui que ces protocoles ont été créés pour éviter, pour endiguer d'abord les demandes, et puis pour éviter ce que Mireille Boyer-Mal a appelé la contagion transsexuelle,
qui, je cite, suivent les émissions télévisuelles abordant ce thème. Le droit et la Caisse nationale de maladies valident, en ce sens, des protocoles élaborés par des équipes, dont en premier lieu celle de Paris, sur laquelle Jacques Breton revient. Voici ce qu'il écrit. Le transsexualisme est une affection mentale rare, qui consiste chez un patient normalement constitué en la conviction d'appartenir au sexe opposé. Cette conviction véritable et prévalente est précoce, permanente et inébranlable. Elle se traduit dès l'enfance par des comportements du sexe opposé, jeu, manière, goût, tendance. La prise de conscience de ne pas être une fille ou un garçon, comme les autres, a lieu à la puberté ou un peu avant. Par la suite, la conviction transsexuelle se manifeste par le travestissement, la demande impérieuse de traitements hormonaux et chirurgicaux propres à donner au corps l'apparence du sexe revendiqué par la demande d'état civil. Le sexe est revendiqué, hein, c'est pas un sexe qu'on désire, un sexe qu'on est, hein, c'est une revendication. Et seulement ça. C'est-à-dire que la sémantique du transsexualisme, après avoir mis en place des politiques pour endiguer les demandes, la sémantique du transsexualisme se met également en place. Dès que je dépasse le temps, il faut m'arrêter, hein, il faut me couper, il faut faire un truc. La souffrance depuis l'enfance, la binarité, corrélée à l'hétérosexualité, l'absence de sexualité tout court, le rejet de son sexe, et cette sémantique est une symptomatologie qui est élaborée et qui parviendra à passer d'ailleurs du monde médical au monde que nous vivons, grâce aux médias, mais Karine le montre bien mieux que moi. Dans De quoi souffrent les transsexuels, grande question, de quoi souffrent les transsexuels, Pascal Fautra restitue, sans les questionner, ce serait bête, ces caractéristiques cliniques du vrai trans. J'ai un vrai problème avec ce pot. Alors je liste ce qui fait un vrai trans. Parce qu'il faut plusieurs choses pour être un vrai trans, ça ne s'improvise pas. Premièrement, il faut avoir un récit pauvre. Un récit pauvre, notamment sur son transsexualisme. Deuxièmement, il faut avoir un rejet de son sexe anatomique. Troisièmement, il faut vivre la primauté du vêtement. Quatrièmement, cette interpellation de l'autre comme locuteur. Égocentrisme. Cinquièmement, la rareté de la pratique sexuelle. Donc tout ce qui est censé constituer les caractéristiques du transsexualisme est alors illustré par des citations violentes dans les écrits qui vont suivre ces définitions par le haut. Oppenheimer, par exemple, voit l'histoire transsexuelle récitée, je cite, comme un argumentaire destiné à convaincre. Albi souligne une distorsion du souvenir du sujet transsexuel pour démontrer sa proximité au genre opposé depuis l'enfance. Colette Chilan note que les femmes nient avoir eu un pénis ou une érection. Sesmark décrit le vêtement pour le transsexuel comme une enveloppe investie d'imaginaire. En ce sens, Geneviève Morel, psychanalyste lacanienne, parlera de, dans la pure tradition lacanienne, de mascarade. Comme c'est enregistré, je pense qu'on peut le dire. Récemment, j'ai rencontré Geneviève Morel, sans qu'elle me rencontre, avec une personne trans qui l'interpelle et qui lui dit quand même ce mot de mascarade, dans le langage courant, il est violent. Alors pourquoi me dites-vous que moi, personne trans, joue de mascarade, alors que vous, personne cis, vous ne jouez pas de mascarade, d'après ce que je comprends. Et Geneviève Morel aurait répondu on ne peut plus rien dire ici, vous comprenez, la mascarade est un concept lacanien, vous n'avez qu'à le comprendre. Alors, on ne saisit jamais, on ne peut jamais distinguer dans ces théories ce qui précède le transsexualisme. Est-ce que c'est l'offre médicale qui crée des vocations? Est-ce que ce sont les personnes concernées qui poussent à la création de protocoles? Colette Chilan souscrirait plutôt à la première hypothèse. Pour elle, le transsexualisme est un délire de toute puissance que la chirurgie vient conforter. Il en va de même pour Pierre-Henri Castel, pour qui le transsexualisme est aujourd'hui auto-diagnostiqué, du fait que la psychiatrie ait donné aux transsexuels les outils et les mots du diagnostic.
Il ne le dit pas avec beaucoup de joie. Cependant, l'histoire des transidentités est avant tout une demande de médicalisation et non une demande de psychiatrisation. On pourrait donc conclure que les demandes transsexuelles ont peut-être créé l'offre médicale, mais en dialectique, on pourrait tout aussi bien postuler, comme Colette Chilan, assez paradoxalement, que le transsexualisme est un fait iatrogène à la psychiatrie, que sans elle, il n'aurait pas existé, ou tout du moins, pas sous ces formes. Mais à l'inverse de Colette Chilan, je ne défendrai pas l'idée que la psychiatrie, mère du transsexualisme, a trop grand ouvert les portes de la réassignation. Au contraire, elle est parvenue, peut-être moins efficacement que ce qu'aurait voulu Colette Chilan, à restreindre l'accès aux opérations par ce qu'Arina Spinheira nomme le bouclier thérapeutique, et que ces protocoles hospitaliers sont dorénavant vécus comme plus maltraitants que protecteurs. Alors depuis l'été 2010, l'ensemble des protocoles français sont réunis autour d'une association qui s'appelle la SOFECT. On pourra revenir, si vous voulez, sur les éléments de ces protocoles et comment sont composés ces protocoles. 7 points importants que nous rappelle le protocole de Paris: l'évaluation psychiatrique, la demande d'ALD, un real life test, un bilan psychologique, un bilan endocrinologique, un bilan chirurgical, une réunion collégiale en vue de l'opération ou de la non-opération. Et peut-être faut-il rappeler les chiffres de l'enquête d'Alain Giamy, qui stipule que plus de la moitié des individus, 56,9%, qui ont choisi et suivi une démarche diagnostique auprès d'un psychiatre pour l'obtention d'un certificat, l'ont fait auprès d'un psychiatre libéral. Et seulement 34% auprès d'une équipe hospitalière. Parmi les individus ayant eu recours à une ou plusieurs interventions chirurgicales génitales, 32% en ont réalisé au moins une dans un hôpital public en France, 12% dans une clinique privée en France et 66% à l'étranger. Selon Alain Giamy, ces résultats font apparaître l'inadéquation entre l'offre de soins et la demande, mais aussi l'urgence d'une réflexion sur l'offre publique de soins. Je le disais, depuis 2010, les protocoles se sont réunis autour d'une association, la SOFECT. On pourra également revenir dessus, à la fois sur ses convictions, sur ses prises de position et sur sa stagnation en termes d'idéologie. Alors, avant de passer la parole à Karine, je suis décidément trop bavard, je m'en excuse. Ah non, tu me fais de la pub, là, ça va. Bon, voilà. Je savais qu'il fallait en passer par là. Je voudrais quand même stipuler que ces études sur les trans, sans les trans, sont aujourd'hui concurrencées par des études qui se veulent, pour partie, on va le voir, portées sur la question trans, mais pour quelques-unes d'entre elles, réalisées avec les trans. Donc là, il y a un glissement, des études sur les trans sans les trans, des études sur les trans parfois avec. Karine reviendra sur les études sur les trans avec les trans et sur les études de trans par les trans, un glissement qui me paraît majeur sur cette question. Bon, quelques références, excusez-moi, c'est un PowerPoint rempli de références, mais une introduction nécessite aussi peut-être qu'on ait des choses à se mettre sous la dent de mon topo. D'abord, parce qu'elle est à mes côtés, parce que sinon elle m'en veut si je fais pas la pub de son livre. Et puis parce que Vanina n'a pas parlé de celui-ci, comme quoi les choses sont bien faites. Un travail en termes de communication que Karine a inauguré en France, notamment ce livre qui en fait est le livre qui fait couple avec celui qu'a présenté Vanina, donc sur les médiacultures, mais également un livre de 2008 sur les transidentités à la télévision. Alors en termes de communication, on pourrait aussi stipuler que d'autres travaux sont réalisés notamment du côté des queer studies. Mais là, je m'efforcerai de travailler précisément sur la dimension trans. En anthropologie également, Laurence Hérault a travaillé sur la question de la transparentalité. Elle nous dit cet élément banal qu'est la parentalité et puis cet événement social, politique majeur
qu'est l'apparition de la parenté transgenre. En sociologie, également, et au-delà de moi, des gens comme Emmanuel Bobatti ou Éric Massé ont travaillé sur la question trans, à la fois sur les parcours de soins, sur les dépsychiatrisations, sur, au fond, les trans comme créateurs d'un mouvement social, perturbateur de l'ordre. Et si on continue dans ces enquêtes sociologiques, on pourrait noter aussi des enquêtes en santé publique, réalisées par Alain Gianni et son équipe, dont Emmanuel Bobatti, mais aussi l'enquête à laquelle m'a convié Anita Maïdani sur le cancer dans les parcours trans. La psychologie aussi a eu son mot à dire récemment. Alors, vous avez les dates, vous pouvez noter que ces travaux sont des travaux excessivement récents. Donc on est sur des basculements en train de se faire. La psychologie aussi a eu son mot à dire sur cette question. Je me suis efforcé à ne garder que les textes qui me semblaient beaucoup moins maltraitants que ceux préalablement cités. Vous l'aurez remarqué, avec Françoise Sironi ou Marie-Laure Peretti. Je me suis demandé si j'allais parler de la philosophie, pour des questions qui tiennent sûrement à la difficulté qu'a le sociologue avec les travaux philosophiques, parce qu'on se pose sur la question de « ok, mais c'est quoi le terrain ?» Mais comme Vanilla fait, je sens bien qu'il ne faut pas que j'aille plus loin sur cette question. J'en retiendrai deux majeurs, les travaux de Procoris et les travaux de Monique David-Ménard, avec cette difficulté, avec ces travaux philosophiques qui portent sur la question trans, mais on se demande si ça a été réellement fait avec les trans, sinon des trans vus dans les cabinets. Donc bon, je mets ça entre parenthèses. Je stipule quand même, je souligne quand même la présence de Brigitte Estève-Velvaux avec qui j'ai travaillé, qui s'efforce de travailler cette question dans l'éducation nationale, autant dire qu'elle galère. L'histoire également a participé à l'élaboration de connaissances, d'apport de connaissances. Maxime Foster, dans son livre Elle ou lui, qui est la réédition d'un livre qui s'appelait Les transsexuels Histoire transsexuelle en France, une histoire des transsexuels en France. Et puis la transencyclopédie que nous avons dirigée avec Moïse Thomas et Karine Espinera. Assez étonnamment, la géographie s'est aussi penchée sur cette question dans le livre Géographie des homophobies, avec un article notamment de Karine, de Moïse Thomas, mais aussi un interview de Contrans. Contrairement aux États-Unis, je crois que de ce côté-là, des sciences humaines, du côté de la géographie, tout reste à faire. Karine et Maud vont essayer de déblayer le terrain avec nous, mais je crois que là, il y a un réel travail à faire sur l'inscription territoriale, notamment de la transphobie. Et dans l'enquête que nous avons menée avec Karine sur la transphobie, la rue apparaît comme un des théâtres privilégiés, et qu'on puisse l'exprimer comme ça, de la transphobie. Je ne pouvais pas faire autrement que continuer à faire notre pub, pour, au fond, se poser la question de cette institutionnalisation des études sur et avec les trans. Et donc, ici, les derniers volumes du cahier de la transidentité, issus de l'Observatoire, qui posent cette question: quelle est la place des études trans dans l'université en termes de recherche et de légitimité? Mais je crois que Karine a aussi également beaucoup de questions à poser de ce côté-là, donc je me tais et je écoute. Merci. Bonjour. C'est bon, tout le monde m'entend? Parce que j'ai toujours dit avec les micros. Donc merci Vanina et le laboratoire. Comment vous prononcez déjà, Gérard? C'est ça, enfin bon. Alors je vais faire du PowerPoint, ça serait une très belle idée. Allez, on se remet. Voilà, c'est parti.
Alors, bon, moi aussi, dans le cadre de cette introduction au Transstudies, j'ai décidé de travailler sur une distinction entre études donc trans ou transgender studies. Et le crochet sur les trans est très important. Et donc, j'espère que vous allez en saisir l'importance et finalement l'enjeu au fur et à mesure que je vais avancer dans le PowerPoint. Alors, de temps en temps, il y a des petits lags, donc si jamais pendant 2-3 secondes ça gèle, je meublerai en faisant des âneries, donc ne vous affolez pas. Alors, en premier lieu, donc, cette thématique trans, elle pose la question du sujet-objet de la recherche et des savoirs produits, d'un point de vue trans. Je peux en dire d'un standpoint trans. Alors, on pourrait estimer, de point de vue, de cantonner au statut d'objet de savoir. Donc, le sujet trans est poussé à la marge dans la production des savoirs. Et les statuts de marginaux et d'établis, proposés par Jean-Claude Kaufmann à la suite de Mandel Elias, m'inspirent une mise en perspective selon une illustration plus parlante et peut-être plus osée de l'enjeu des studies. On pourrait proposer ici l'idée que les savoirs trans sont empêtrés dans une image imposée de l'extérieur, marginalisés. Ces savoirs se trouveraient opposés aux savoirs établis, installés dans un système de domination. Et donc les savoirs marginalisés sont produits logiquement par des personnes qui sont tout aussi marginalisées et qui ont donc peu de solutions. Alors, soit rester petit lion et ne causer aucun trouble dans l'académie, soit en paraphrasant en partie Jean-Claude Kaufmann, option beaucoup plus revigorante, la reconstitution ou la valorisation des savoirs. Et j'accorde à la constitution des trans studies un sens proche de celui du retournement de stigmate. Le sujet est indiscutablement politique, car il engage des relations de pouvoir qui structurent individus et sociétés, jusqu'au banc de l'académie. Il engage aussi les conditions de la production du savoir et de la production scientifique et de la diffusion des savoirs. Alors, dans une première partie, je vais présenter une vision possible, il y en a d'autres, en tout cas je vais vous en proposer une, des transgender studies, et dans une seconde montrer que l'épistémologie du point de vue exige, dans le cadre universitaire, l'articulation des statuts d'insider et d'outsider jusqu'à nouvel ordre. Alors, mon questionnement, je voudrais plaider d'abord pourquoi je dirais que les trans studies devraient d'abord être trans. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, la première question, c'est le critère d'inscription. Comment est-ce qu'on inscrit un auteur, un chercheur ou une chercheuse en transgender studies? Alors, suffit-il d'avoir travaillé sur les questions trans une fois? Je vais poser beaucoup de questions là. Afficher la volonté de ces inscriptions en marge du chapitre, c'est-à-dire il faut quand même que l'auteur dise voilà, je m'inscris dans une dynamique studies et transgender studies. Ensuite, est-ce qu'il faut avoir une approche compréhensible? Est-ce qu'il faut avoir une approche bienveillante? Faut-il établir des critères méthodologiques et définir le champ d'études pour ceux du dehors et ceux du dedans? Mais dans tous les cas, si on y prend garde, on pourrait très bien voir un jour les exposés inscrivant des études maltraitantes au sens de Françoise de Sironi, c'est-à-dire de la maltraitance théorique, dans les trans studies. Alors qu'en fait, ce ne sont pas les trans studies, ce sont des études sur les trans. Donc, premier rappel sur mes crochets. Alors, et moi j'estime quand même que le risque existe bel et bien de la prolifération justement d'études trans ou d'études, en tout cas sur les trans, c'est un installé. Alors, on pourrait estimer aussi qu'elles sont balbutiantes en France et que l'épistémologie trans est loin d'obtenir un début de reconnaissance académique, mais si, en tout cas avec une conférence comme celle d'aujourd'hui et un séminaire qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris, je pense qu'on est dans un début quand même de reconnaissance. Alors, je vais aussi donner quelques repères. Alors, évidemment, ils sont de mon point de vue. Je ne maîtrise pas l'histoire non plus de la discipline, ni l'histoire des trans en France. Alors, je dirais que je donnerai un repère. Que Maudius Thomas, donc, elle a posé les prémices quand même de cette réflexion en 1998, avec les séminaires Q de la sociologue Marie-Hélène Boursier. La réflexion de Maud Thomas a été enrichie par Tom Rocher en 2005. Et cette réflexion, elle va trouver une nouvelle, en tout cas une nouvelle formulation sur le devenir trans de l'expertise avec les cahiers de la transidentité dont Arnaud vous a parlé tout à l'heure. Parce qu'on aborde ce devenir trans de l'expertise pas seulement d'un point de vue médico-éthique. Et voilà, Imoline, et j'ai pas encore trouvé une adresse à vous dire.
Alors, pourquoi quand même cette distinction que je vous propose avec le possible et du trans dans le contexte français? Je pose l'idée que poser comme acteurs et actrices des transgender studies des chercheurs non trans, trop rapidement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis trop rapidement, reviendrait à une colonisation de ces studies, avec des concepts et des savoirs construits par l'extérieur. Je vais faire ici le parallèle avec les women et feminist studies, qui ont été d'abord le fait de femmes et de féministes avant de devenir les gender studies et de s'ouvrir aux hommes et aux autres. Autre exemple, alors je vais caricaturer, histoire d'être assez clair. Je suis amérindienne. Comment parler de ma langue, de ma culture, de ma nourriture, de ma musique ou encore de mes imaginaires dans une langue avec des concepts et des codes de traduction et de socialité qui ne sont pas les miens et qui me sont imposés parce que ce sont des, on va dire, ce sont des codes dominants. Alors, évidemment, je me considère comme soumise ici à l'hégémonie. Je continue ma caricature. Comment je peux traduire mon système et mon cadre de pensée si c'est un homme blanc, riche, hétérosexuel, cisgenre, etc. qui me l'impose? Alors il me faut résister. Et culturellement, à cette hégémonie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je produis des contre-discours et des contre-représentations depuis une position subalterne. Comme ça, à la rigueur, je commencerai à définir un standpoint trans. Alors, les différents publics trans ont, dans mon sens, en commun de former en tout cas un contre-public. Par cette formule que j'emprunte à Nancy Fraser, je fais référence au public subalterne, inventant et diffusant des contre-discours, leur permettant en retour de formuler des interprétations oppositionnelles de leur identité, intérêt et besoin. Je formule ici l'hypothèse que l'émergence des transgender studies aux États-Unis puis ailleurs dans le monde ne peut pas être approchée uniquement sous l'angle du mouvement trans, c'est-à-dire au sens d'affirmation tel qu'il est par exemple raconté dans le mouvement transgenre de Patrick Calicia. Il ne peut pas non plus être abordé uniquement comme mouvement intellectuel en raison du nombre très important d'universitaires trans dans les universités américaines. Parce que cette émergence, en fait, elle me semble être double. Elle me semble tenir à la fois de la nécessité d'exister comme sujet de connaissance et sujet politique. Et je vous décris déjà un passage du statut d'objet du savoir à celui de sujet du savoir. Quand je parle des transgender studies, je passe d'abord évidemment vers des studies anglo-saxonnes anglophones. Et on produit des savoirs situés, trans, sur la base de la standpoint épistémologique proposée par la chercheure féministe Donna Haraway. L'objet de savoir trans devient sujet de savoir. J'en compte une autre formule, à Florence Hullard. Dans un séminaire, elle avait finalement synthétisé ma communication et elle avait mis cette formule. Il faut ici comprendre le terme de sujet à la fois et simultanément au sens proprement épistémologique du sujet de la connaissance et au sens du sujet politique. C'est bon? Excusez-moi, je vois parce que j'ai beaucoup de temps. Alors, pour en revenir aux trans-studies anglo-saxonnes anglophones, je vais m'en référer ici à deux auteurs, donc Sandy Stone et Jacob Hale. Je vais commencer par Sandy Stone. Alors, elle est professeure, chercheuse et spécialiste des médias à l'université de Santa Cruz. En tant que fonction, elle fait beaucoup d'autres choses à côté. Elle est particulièrement connue pour son article Empire contre-attaque, un manifeste post-transsexuel. Donc, il a été il est traduit par Kira Ribeiro et Jan Zilanovic et devrait paraître prochainement dans la revue Comment s'en sortir. Donc, quand il sera traduit, je vous conseille vraiment cette lecture. Alors, ce texte est considéré comme fondateur du trans studies américain. Il est une réponse à l'ouvrage L'Empire transsexuel de Janice Raymond, publié en 1979. C'est un livre dans lequel, je vais aller au plus court, Janice Raymond exprime l'idée que les transsexuels sont la pire émanation du patriarcat, en tout cas la forme la plus sombre. Donc les transsexuels, quand j'utilise le terme transsexuel, j'utilise le terme qui est utilisé là et le terme de l'éthique. Les transsexuels dont viole le monde et le corps des femmes et du féminin. Je vais m'en tenir là. Alors, Sandy Stone, elle assume sans humour le rôle de l'ambassadeur. Les transsexuels dont viole le monde et le corps des femmes et du féminin. Je vais m'en tenir là. Alors, Sandy Stone, elle assume sans humour le rôle de l'ambassadeur. Et Sandy Stone s'engage dans cet exercice des savoirs situés. Et elle s'appuie beaucoup justement sur Donna Haraway. Et son article, finalement, est bien une contre-attaque contre les études qui ont écrit
définit et classer les personnes trans. Elle interroge aussi la méthode scientifique. Et elle va passer en revue les études qui ont fait loi, en montrant que le monde scientifique n'a jamais questionné les faiblesses des échantillons, les méthodologies et les conclusions que l'on peut se permettre de qualifier de subjectives. Alors, je vais prendre le même exemple qu'avait pris Sandy Stone avec les travaux de Leslie Rothenstein, qui sont rapportés dans l'ouvrage de Walter Andrus, Transsexualism and Sex Raciness. Alors, les résultats donnent une évaluation psychologique quand même très précise des personnes transsexuelles. Alors, je vais vous en dire quelques-uns. Donc, individus schizoïdes, renfermés, isolés, déprimés, avec des addictions, immatures, narcissiques, égocentriques, manipulateurs. Il y en a encore beaucoup. Alors, Sandy Stone, elle fait quand même un constat, elle explique que ces résultats auraient pu être considérés comme marginaux, marqués quand même du saut d'une méthodologie, une méthode en tout cas douteuse ou d'échantillonnage excessivement limité. Et que malgré cela, et mise en garde comprise, il finit par représenter les transsexuels, je reprends encore le mot, dans la littérature médico-légale psychologique jusqu'à très récemment. Et la même opération peut être reproduite avec un grand nombre d'écrits français. Et on va en voir trois. Alors, sur la méthode scientifique, j'ai pointé les travaux de Leslie Rothenstein. Finalement, avec ce qui va définir en grande partie les critères du diagnostic différentiel. Avec cet exemple, je le dis encore, on reconnaît une situation à la française. Alors, la première question qui m'est venue, moi, à l'esprit, c'est pourquoi tous ces écrits de ce psychiatre n'ont jamais donné lieu à des questions de méthodologie. Alors, je vais prendre ici les ouvrages de Catherine Millot, pour Hors Sexe, 83, Patricia Mercader, elle n'est pas là, non. Bon, pour l'illusion transsexuelle, 94, Colette Chiant pour changer de sexe, première version, donc 97, deuxième version, 2011. J'ai l'impression d'être au César. Alors, ces ouvrages qui font toujours là auprès des étudiants, dans les disciplines, j'ai rien contre les disciplines psy, c'est juste là, ce cas très précis. Alors, évidemment, je trouve que ces écrits pourraient donner lieu à des questionnements sur les échantillons et la méthodologie. Mais au-delà, ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est que ces trois livres nous parlent de la peur des personnes trans. Et les auteurs ne parlent pas de la peur de la société, mais de leur peur en tant que personne. En tant que praticienne, et au moins pour deux d'entre elles, en tant que féministes. Et ces auteurs sont considérés conjointement, enfin en tout cas moi je les considère conjointement donc avec ces publications de 83, 97, 2011, je les mets à bien des égards sur le même plan que l'ouvrage de Janice Raymond, donc de 79. Mais évidemment, quand j'expose tout ça, je risque d'être qualifié de militant trans en colère et d'être disqualifié comme chercheur universitaire. Donc toutes mes excuses. Alors, évidemment, et ce qui est très aussi intéressant dans ces ouvrages, parce qu'il faut les lire, il ne s'agit pas seulement de phrases, c'est méchant, c'est la théorie maltraitante, il faut les lire. Alors, ces ouvrages et d'autres, oui, moi chaque fois ça me fait rire, désolé, je suis féministe, mais... Alors, donc pardon. Donc ces ouvrages, je vais avoir une chose de rire. Donc ces ouvrages et d'autres, évidemment, s'attachent à décrire les personnes trans, mais c'est ce qui est très marquant, c'est qu'elle est décrite aussi physiquement. On évalue finalement la part d'humanité des personnes trans, parce que c'est quand même les êtres humains, et quand même la sexualité, parce que ça c'est un point très intéressant. Alors, mais l'évaluation, elle a aussi des accents de morale et même de religiosité parfois. Alors, il me semble que ce point, il n'est d'ailleurs pas assez soulevé dans les critiques qu'on pourrait adresser ces auteurs, cette dimension moraliste et religieuse dans des écrits scientifiques et universitaires. Alors, j'ai fait une sorte de pot pourri de ce que j'ai trouvé dans ces ouvrages. Donc tout ce que je vais vous lire, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai trouvé dans ces ouvrages. Donc c'est ce qui est écrit. Alors, les personnes trans seraient une personne avec une faible expérience de vie, qui voudrait le sexe des anges, ou du moins une sexualité sans sexe. Elle serait aussi, tenez-vous bien, hérétique, narcissique, inquiétante, infrayée, indique de confiance, manipulatrice, c'est pas fini, caricaturale, pathétique, grosse, laide. Elle serait un travelot sans talent, incapable de pénétrer un homme, ou d'attirer le désir de quelqu'un de normal, un repoussoir à la relation, et enfin, elle devrait considérer son droit au suicide. Ah, c'est de la science, hein. Alors moi, je vais proposer deux lectures. Donc la première, c'est une grande partie de ce discours. Est-ce qu'il ne fait pas penser à un discours finalement discriminant qui construit un autre inférieur? Alors, si on va parler d'une militante trans en colère, on pourrait dire autrement.
Et la militante, ici, elle ferait le rapprochement avec des discours racistes pour construire des races inférieures. Parce que c'est quand même terrible ce que je viens de dire. Et surtout sachant qu'un certain nombre de ces écrits font quand même voix dans l'université. Alors, bien entendu, ces auteurs trouvent souvent un convenant. Arnaud en a donné tout à l'heure un exemple avec Geneviève Morel, que j'ai aussi l'occasion d'une rencontre. Elle trouve un convenant qu'on vienne finalement les questionner. Il ne s'agit pas de venir les sacrifier, genre, pourquoi est-ce qu'à un moment donné vous avez écrit ça? C'est quoi vos échantillons? C'est quoi votre méthodologie? C'est pas possible. Les personnes déjà s'offusquent dans un premier temps. Alors déjà, elles trouvent un convenant qu'on vienne les interpeller sur ces vieux écrits où parfois, je l'ai entendu, des maladresses du passé. Alors, je me dis, je reprends le Collège Chilan de 2011, donc c'est quand même assez proche, et elle commet une nouvelle maladresse, et cette fois-ci elle écrit. La solution militante est que les mesures prises par l'humanité deviennent la loi générale. Songeons aux nazis qui ont réussi à faire adhérer presque tout un peuple à l'idéologie raciste. Voilà, franchement, je ne sais plus comment commenter ce type de maladresse. Alors, globalement, de son côté, il me semble aussi, par exemple, qu'il y a chez Patricia Mercader une idée directrice et essentielle qui n'est jamais exprimée clairement, mais qu'on retrouve dans les ouvrages de Chilan ou même dans Geneviève Morel sous Mascarade, Illusion. Et donc cette idée, c'est que les transsexuels peuvent changer de sexe, mais pas changer de genre. Et donc la question, c'est quoi? Est-ce que c'est ça, l'illusion des personnes trans? Alors, on pourrait estimer que la prolifération de ce type de théorie sur les personnes trans ont conduit d'une part, dans un premier temps, à l'assujettissement des associations et des groupes trans, avant que ceux-ci se politisent et s'émancipent. Ces écrits ont aussi probablement contribué à freiner de pas l'arrivée des trans-studies anglo-saxons anglophones en France et à compliquer l'émergence de studies trans made in France, pour dire comme ça. Et c'est un point que j'échangerai volontiers, que je développerai tout à l'heure si ça vous dit des questions. Second auteur, donc pour parler des transgender studies, c'est cette fois-ci Jacobel. Et je m'intéresse à ses recommandations aux chercheurs non trans souhaitant travailler sur les questions trans. Alors, il est professeur de philosophie à l'Université de Californie, il est impliqué dans les gender studies et les queer studies notamment. Bon, je ne vais pas détailler les 15 points, ça serait très long, mais je vais m'attarder sur certains d'entre eux, dans ce qu'ils peuvent dire des trans studies et des statuts de celui qui est du dehors et de celui qui est du dedans, du chercheur trans et du chercheur non trans. Alors, le premier point. Appréhendez votre sujet avec humilité. Vous n'êtes pas des experts sur les transsexuels, la transsexualité, le transsexualisme, ou les trans et transsexuels, eux le sont. Donc ça, c'est je cite un. Moi, je compte. En France, la question a été posée, il me semble, avec Tom Boucher dans la revue Multitude en 2005. Et l'article s'intitulait « Quand les trans deviennent experts ». Et ce propos est à entendre comme un questionnement sur le dominateur de l'expertise que je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est une belle formulation de l'évolution des productions trans vers les studies. Et donc, je pense que Maud Touma et Tom Rocher sont bien revenus sur cette question dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure de l'Observatoire des transidentités. Le deuxième point de Jacobel soulève la question de la localisation. Il écrit « Interrogez votre position et la manière dont vous exercez le pouvoir que nous n'avons pas. » Alors Jacobel ici il fait référence au pouvoir juridique, institutionnel, la puissance matérielle, mais on pourrait y ajouter le réseautage, l'élocution, la maîtrise des codes de l'université, le pouvoir, la couleur de peau, enfin on peut rajouter plein de pouvoirs. Donc il explique ici que, donc je reprends la lecture, interrogez la façon dont cela affecte ce que vous voyez, ce que vous dites, quel est votre intérêt, et qu'est-ce qui est à l'origine de votre intérêt pour cette question. Et on retrouve ici encore une fois des éléments que j'ai donnés dans l'introduction. Alors, je vais donner faire un petit passage personnel, et moi, pour ma part, je me retrouve souvent confronté à cette situation en université. Et je constate qu'à savoir égaux, entre guillemets, la position du chercheur non trans est toujours la plus valorisée. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Avec le troisième point de Jacobel, la position du pouvoir, elle est encore une fois mobilisée. Il nous invite cette fois-ci à nous méfier, à ne pas reproduire des discours dominants, comme l'a montré son discours de son côté. Car ce discours dominant, souvent, rappelle un discours colonial exotisant, par exemple. Le quatrième point, probablement un des plus importants à mes yeux.
Jacobel écrit « Ne pas effacer nos voix en ignorant ce que nous disons et écrivons ou par des déformations grossières. » Haussmann, par exemple, avait fait ce type de commentaire, avait disqualifié les travaux de Sandyston et de Ken Bornstein, par exemple. Alors Jacobel explique aussi cette disqualification, elle se fait en refusant, par exemple, nos références académiques ou en insistant sur la condition de disposer de références académiques si nous voulons être pris au sérieux. Je vais développer ces deux points. Le refus à la référence trans est fréquent. Alors, là encore, du vécu. Chaque année, je reçois un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes qui travaillent sur ces questions de trans dans des disciplines très différentes, art, littérature, sciences politiques, sociologie, etc. Parfois, certaines, évidemment, font passer des biographies ou on peut quand même citer un certain nombre d'auteurs. Et la grande majorité du temps, je ne retrouve aucune référence scientifique d'un auteur trans. Et évidemment, je cherche à comprendre pourquoi en travaillant sur cette question trans et parfois en affichant même l'orientation études trans, comment se fait-il que je ne trouve pas finalement ce genre de studies dans ces travaux. Et je finis par me rendre compte, alors ça c'est de l'empirique, c'est du vécu, c'est du blablabla entre eux, moi et elle. La référence trans finalement elle semble toujours moins sérieuse, elle offre moins de gages de validité. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants et les étudiantes ont peur des références trans. Elles ont peur qu'elles soient considérées, qu'elles soient moins valides que celles d'auteurs non trans. C'est comme si, voilà, entre moi et Arnaud, les gens ne citaient qu'Arnaud. C'est un petit peu ce cas de figure. Ah, et en plus, c'est le cas. Alors, donc j'en étais. Oui, alors, autre mise en perspective, je me demande, ça c'est vraiment une question aussi que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on devrait réagir à un texte sur les savoirs situés sans référence à Haraway ou à Harding, par exemple. Parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des féministes. Alors évidemment, ça paraît extrême, formulé comme ça, mais pourtant, dans le réel, on voit bien que ça arrive. Alors, autre perspective qui était soulevée dans le point de l'avant, c'est l'injonction à la référence savante, quand on expose des questions trans. Alors, le souci dans cette injonction, c'est qu'elle ne tient pas compte de la pertinence des outils conceptuels en relation avec un travail du terrain, avec le nécessaire travail de traduction de réalité peut-être méconnue. C'est comme si on me demandait, alors je me prends encore une fois le témoin, c'est comme si on me demandait en tant qu'amérindienne de décrire la réalité culturelle des sociétés chamaniques avec une grille conceptuelle occidentale, car la seule reconnue, valide et scientifique. Alors, deux autres idées majeures ressortent de toutes les autres recommandations. Celui du dehors, qui observe les trans, doit aussi analyser un effet et comment il est affecté par les trans. Si on me soumet un travaux, moi je tiens personnellement à retrouver un chapitre, un paragraphe, quelque chose sur comment je suis affecté par mon terrain. En fait, je veux dire, c'est pour moi il y a une faute méthodologique à ne pas le faire. Alors, Jacobel pose des questions. Pouvez-vous voyager dans votre univers trans? Il dit encore, nos discours ne doivent pas être représentés comme monolithiques. Il met en garde contre les références abusives ou inappropriées. Par exemple, il dit ne pas citer aveuglément les experts non transsexuels, par exemple Harry Benjamin, Robin Stoller, Sylvia Einstein, James Raymond, Jenny Frank, Gerber, etc. Ou du moins, appliquez-leur le même sens critique, comme pour n'importe qui. Et il me semble qu'en l'état actuel des connaissances, justement des questions trans, on ne peut pas faire référence sans esprit critique aux écrits de Colette Chillon, de Pierre-Henri Cassel ou de Geneviève Morel. Alors, peu importe qu'on juge ces écrits bienveillants ou malveillants, c'est juste leur appliquer la même chose. Alors, on ne peut pas non plus ne pas leur appliquer, ce que je dis, je vous répète, mais les mêmes règles d'analyse et les exigences que celles exigées aux chercheurs et chercheuses trans. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur les 15 recommandations de Jacobel. Ça ne veut pas dire que je suis forcément, moi, en tant que chercheuse trans, toujours d'accord avec Jacobel. J'expose on va dire, cette grille de lecture transstudies et finalement cette épistémologie donnée offerte, parce qu'il parle quand même de cadeau, Jacobel, quand il dit « là, je ne suis pas en train de vous martyriser ou de vous taper dessus, dans ce que je vous dis, en fait, je vous fais un cadeau. Je vous dis des tas de choses que vous ne savez pas, je vous offre une intimité du groupe, une intimité de la façon dont travailler avec nous et de venir nous observer ou on pourra travailler avec nous, peu importe. Mais ce que je vous fais avant tout, c'est pas, je ne vous fais pas la leçon, je vous tape là-dessus, je vous fais un cadeau. » Et il insiste beaucoup sur cette idée et je trouve ça important.
Cette fois-ci, je vais m'intéresser donc plus à des personnes, mais à une revue. Donc la revue Transgender Studies Quarterly de Stryker et Curran. Et pour moi, c'est une revue qui est super importante. Alors, le premier numéro a été constitué d'articles provenant du monde entier, dans lequel chaque entrée alphabétique est venue construire ou renforcer une épistémologie trans. Alors ici, les lexiques et les concepts marquent encore une fois la rupture donc avec le sujet cantonné à l'objet. Et il me semble justement que le premier acte des Transgender Studies a été justement de défaire le changement de sexe comme concept et pratique médicale et d'étudier le changement de genre dans l'interdisciplinarité, la pluralité méthodologique et dans le dépassement des frontières disciplinaires. Alors, en 2004, Bernard Miège questionne les sciences de l'information et de la communication, c'est la discipline, donc on comprend mieux la référence, et il l'interroge comme objet de connaissance. Il écrit: la progression de la recherche en communication passe nécessairement par un triple refuge, celui de l'empirisme sectoriel, celui du repliement disciplinaire et celui de l'élaboration théorique généralisante. Et je crois que ce questionnement, on peut l'adresser à l'ensemble des sciences humaines et sociales qui travaillent sur les questions trans et d'autres. On risque aussi de surprendre parce que parler des Transgender Studies, c'est aussi parler des studies. Et il me semble que la nature même de ces studies finalement prévient le risque justement que je viens de décrire avec les propos de Bernard Miège. Les studies défendent le noble, et ce qui ne serait pas le légitime, et ce qui ne serait pas l'étudiable, et ce qui ne serait pas. Elles défendent l'élitisme et hiérarchie, où je pense beaucoup de cultural studies. Elles défendent les marginalités et les institutionnalisations. Et enfin, les studies permettent aux objets de devenir aussi des sujets. Et c'est dans ce sens-là que je dis que les chercheurs s'inscrivant aussi dans les Transgender Studies, je le rapprochais du retournement du stigmate. Alors, évidemment, je trouve que les Transgender Studies s'inscrivent bien, sont un exemple en tout cas de ces nombreux dépassements. C'est bien pendant que ça me dit, j'ai le temps de voir. Alors, considérez cette diapositive comme une transition encore une. Alors, la deuxième partie de cette colonne, la deuxième va être un peu plus courte. Alors, je vais distinguer les studies, on va dire, francophones des studies anglo-saxonnes, avec une contextualisation historique. Alors, il faut avoir à l'esprit qu'à l'époque où elles sont fondées, donc enregistrées par Sanderson, 91, il y a Stephen Whittle, il y a Christine Burt, il y a Susan Stryker, il y a Priscilla Cura, il y a Cecily Fenner, Vicky Wilkins, Anne Blanc, Pat Califert, Ken Burchard, Bobby Noble, j'ai tout ça. Il y avait une génération de fous aux États-Unis à cette époque-là. En France, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tissu associatif, en tout cas trans, constitué. Il y avait des individualités, mais pas de tissu associatif trans. Alors qu'aux États-Unis, à l'époque, il y avait une sorte de vague de fond, justement, de ces trans studies. Et en 2014, j'ai l'impression que les personnes arrivent une par une, en ordre dispersé. Et je ne sais même pas si ce que je viens de dire est vraiment défendable. Parce que toutes les personnes trans qui sont à l'université, c'est pas comme si on était non plus des centaines, elles ne veulent pas forcément être identifiées comme telles dans l'université. C'est pas drôle d'être identifiées comme trans dans la fac. C'est pas une partie de plaisir. Ensuite, est-ce qu'elles ont vraiment envie d'étudier des questions de trans? Travailler sur les questions de trans, c'est forcément, en l'état actuel, articuler ce statut d'insider outsider, c'est un coming out. Et quelque part, il devient quelque part forcé. Alors, je peux comprendre ce type de positionnement. Alors, aujourd'hui, en tout cas dans le développement de ces études, il y a aussi d'autres points qui viennent les éclairer et en même temps les compliquer, sont les approches intersectionnelles. Et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que ça complique? Ça, c'est compliqué. J'ai envie de dire, le courant Trans Studies n'est pas tout à fait encore affirmé, que dans ces travaux, justement, en plus c'est nécessaire, on doit intégrer ces notions justement de classe et de race, alors qu'on ne fait que développer la réflexion sur le transgenre et le cisgenre dans ces mêmes travaux. Et ça mériterait, je pense aujourd'hui, une réflexion bien plus poussée que celle que je fais là, puisque je ne fais que le signaler. Alors, l'inscription aussi de référence en Trans Studies, elle me pose aussi beaucoup de questions. Je l'ai dit en introduction, j'y reviens maintenant. La démarche, elle est pas questionnée. Est-ce qu'on peut inscrire dans les Trans Studies des chercheurs qui vont parfois travailler la question trans une seule fois?
sans compter parfois l'intérêt anecdotique pour la question. Si on considère que les auteurs non trans peuvent être partie prenante des studies, en tout cas des changements de studies, sous quels critères finalement prendre acte, la bienveillance, leur volonté de déclarer, de s'inscrire dans les trans studies, les épistémologies trans. Est-ce que si la règle c'est avoir travaillé une fois sur les questions trans, le problème c'est que vous pouvez y rajouter un peu tout et n'importe quoi, y compris peut-être la théorie maltraitante. Est-ce qu'on fait entrer le loup dans la bergerie? Enfin, moi, c'est une question qu'on m'a posée. Voilà. Est-ce que le danger aussi, c'est d'accroître le fait que la référence scientifique trans sera toujours dévalorisée au profit de la référence scientifique non trans sur les questions trans? Voilà. Les conditions de formulation justement de tous ces gages de validité sont encore assez disproportionnées. Et la question des privilèges, elle est centrale, et ici c'est celui, en tout cas ce privilège serait celui de ne pas être trans. Ça, mais ce sont aussi des pistes de réflexion et pas des vérités que j'assène, hein, pas du tout. Alors, enfin, on me demande aussi pourquoi j'ai dit que j'étais trans dans la recherche. Si je l'avais pas dit, on pourrait dire qu'il l'avait dit. Bon, c'est un peu compliqué, puis de toute façon ça aurait disqualifié ma recherche. Alors, évidemment, ça a été ma première préoccupation, c'est je ne veux pas me faire coincer. Là, en tant que trans, sur un sujet trans de l'université française à l'heure actuelle, il faut que je sois béton. Enfin, je le dis tel que moi je le fais, donc c'est presque la confidence, mais je dis je suis condamné à l'excellence. Je ne peux pas me planter. Donc, ce statut d'insider et d'outsider, que je suis trans et que en même temps je travaille sur les trans de l'extérieur, etc., il a fallu vraiment que je l'aborde de plein front. Et je suis allé dans ma thèse de doctorat, par exemple, jusqu'à confier même des moments intimes de ma vie, mais parce qu'il construisait cette recherche en train de se faire. Et c'était très important que je ne commette pas d'erreur à ce niveau-là. Pour moi aussi, dans mon esprit, c'était si derrière moi, éventuellement, il y a d'autres personnes, de jeunes et jeunes chercheuses trans qui veulent travailler sur le sujet. Peut-être que la référence au travail que j'ai fait d'insider ou outsider trans, peut-être leur suffira et ne seront pas obligés de recommencer éternellement tout ce travail de donner des gages à la vie, de validité à l'université. Alors, oui, j'avais écrit dans mes notes traîner des casseroles, j'ai pas pu le placer, donc tant pis. Voilà. Alors, j'arrive sur la toute fin. Je tenais à vous lire un passage de Cornelis Castoriadis que je vais relier à l'historienne Hélène Janinet. Vous allez, j'espère, comprendre la démarche. Alors, je trouve cet extrait vraiment très important pour la recherche universitaire qui se défend, parfois trop, d'être politique. Alors, je vais vous lire. Ce n'est jamais le logo ce que vous écoutez. C'est toujours quelqu'un, tel qu'il est, de là où il est, qui parle à ses risques et périls, mais aussi aux vôtres. Et ce qui, chez les théoriciens purs, peut être posé comme postulat nécessaire de responsabilité et de contrôle de son dire, est devenu nécessairement, chez les penseurs politiques, couverture philosophique, derrière laquelle il parle. Il parle au nom de l'être et de l'ethos, de l'homme et de la cité, comme Platon. Il parle au nom des lois, de l'histoire ou du prolétariat, comme Marx. Ils veulent abriter ce qu'ils ont à dire, qui peut-être, et certes a été, infiniment important derrière l'être, la nature, la raison, l'histoire, les intérêts d'une classe, au nom de laquelle il s'exprimerait. Mais personne ne parle au nom de personne. Le politique et le penseur politique tient un discours sous sa propre responsabilité. Et pour l'historienne Irène Jamy, qui explique que les social studies of science montrent que les pratiques, les résultats et les discours scientifiques ne peuvent être dissociés de leur contexte politique, culturel, social, portant des atteintes irrémédiables aux prétentions des scientifiques à l'objectivité et à l'énonciation de vérités universelles. Études de cas et de controverses révèlent que la pratique scientifique consiste non en la découverte, mais en la construction par le langage et les représentations de ce qui est appelé les faits, la nature. Les résultats scientifiques ne sont pas l'exposé des faits ni la description fidèle de la nature, mais les produits de conditions socio-historiques données. Alors, l'historienne, elle rappelle que dans l'ouvrage Léviathan et la pompe à l'air, Hobbes et Boyle, entre science et politique,
Stephen Chapin et Simon Scheifler évoquent une triple formation de la méthode scientifique expérimentale. Alors, sur les expériences de Boyle, on connaît 550, c'est un peu vieux. Et donc on a 3 technologies. Alors la première, c'est la technologie matérielle, c'est la pompe à air. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Une technologie littéraire, donc la journal de vie du laboratoire. Et enfin, la technologie sociale. Et alors là, je cite tout ce qu'on dit chez lui. Donc cette technologie sociale est faite de pratiques interactionnelles permettant la validation des perceptions subjectives des expérimentateurs, le témoignage modeste, auquel ici ne peuvent prétendre que des gentlemen anglais, blancs, chastes, susceptibles de certifier, donc de permettre d'établir des objectifs. Alors, on voit que l'objectif est cantonné aux murs et aux activités du laboratoire. Et le subjectif est dehors. On remarquera juste que les femmes, c'est dehors. Alors, je vais revenir sur ce témoin modeste avec Donna Haraway. Et elle explique que le fait d'être invisible à soi-même est la forme spécifiquement moderne, professionnelle, européenne, masculine, scientifique de la modestie comme vertu. Et j'espère que le cheminement de la pensée va s'éclairer à partir de maintenant. Donc cette fois-ci, je vais m'en référer à Dorlin qui commente justement, qui revient sur l'approche qu'a Donna Haraway du témoin modeste. Elle explique qu'elle ne se propose pas de l'éliminer purement et simplement, mais de redéfinir cette notion. Et donc, commentant Haraway, elle dit, elle propose de crédibiliser le témoin modeste en le queerisant, en vue de participer à une rediffusion, à une redéfinition de l'objectivité scientifique initiée par l'épistémologue et philosophe des sciences Sandra Hart. Queeriser le témoin modeste consiste précisément ici à contester la pureté des frontières entre le sujet et l'objet de connaissance, à élucider les conditions matérielles d'existence des sujets de connaissance, à les redéfinir comme des sujets incarnés, incorporés. Et là, je vais parler d'une loi avec Donna Haraway. Je reconnais le caractère socialement et historiquement situé de toute connaissance, donc de ma propre recherche. Pour autant, je ne prône pas un relativisme scientifique absolu comme un laisser-passer vers une toute-puissance de la subjectivité, et donc comme une auto-légitimation. Et Donna Haraway écrit: notre problème est d'avoir en même temps une prise en compte de la contingence historique radicale de toutes les prétentions de savoir et de tous les sujets de connaissance. Je parle encore d'une seule loi avec elle. Je milite pour les politiques et les épistémologies de la localisation, du positionnement et de la situation, où la partialité et non l'universalité est la condition pour faire valoir ses prétentions à la construction d'un savoir rationnel. Donc Haraway propose ainsi une définition de l'objectivité scientifique qui valorise les savoirs historiquement et socialement situés, les perspectives partielles, la corporité et la subjectivité du témoin. Et on se doute que c'est bien comme ça que j'ai articulé mon statut d'insider et d'insider dans mon travail universitaire. Alors, je vais conclure. Et on peut dire ici que la pluralité, donc les paradigmes que les studies permettent de mettre en place, a permis de considérer des réalités multiples, c'est ce que font finalement aussi les transgenres studies, tout en n'éludant pas la relation entretenue avec la diversité des réalités étudiées et rencontrées. Alors, pour ma part, j'ai dû donner beaucoup de gages de validité pour ainsi dire à l'université. Et je me suis beaucoup appuyé sur les écologies féministes. Puis après coup, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que c'est vraiment avec ça que je vais rassurer les mecs? Bon, je vous remercie. Je pense que comme c'était prévu, on fait d'abord une petite pause pour que vous puissiez vous reposer et ensuite on passera aux questions. Merci. La pause, on va dire combien il faut.